Maintenant, nous allons, après le point de vue des géologues, nous allons voir les choses d'un autre œil avec Nicolas Bidou, qui faisait partie des aquanautes, et maintenant ça s'appelle Cap Gouffre Expédition, parce qu'un certain nombre de plongeurs se sont regroupés de façon à pouvoir travailler spécifiquement sur le canyon. Merci beaucoup d'applaudir Nicolas Bidou de Cap Gouffre Expédition. Florence. J'ai la consigne derrière. Ok. Donc, on va baisser le curseur, on va être moins technique, un peu plus de poésie, des images, des poissons pour les plus jeunes. Pour vous parler de tout ça, on va tout simplement vous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on est, nous, les plongeurs du gouffre, les oufs du gouffre. On s'est regroupés tous par passion pour le canyon. Et nos objectifs principaux, c'est plonger encore, évidemment, explorer, dans le sens observer, et bien sûr partager, c'est ça qu'on est là ce soir. Alors plonger, bien sûr, pour aller voir les poissons. Ici on est au champ des vaches, sur le spot des aiguilles, et on a la chance de faire un petit tour auprès d'un poisson-lutte qui vient se faire nettoyer. On croise régulièrement des poissons connus. Je salue Patrick qui doit reconnaître tous ces poissons-là. La sèche qui s'échappe, une lotte ou baudroie, celle-ci fait 1,20 m à peu près de long, elle se cachait sous une dalle de carbonate peut-être. Les langoustes, rascasses, tout ça sont les habitants, on va dire, classiques des rebords du canyon que nous avons l'habitude de visiter. Encore un poisson d'intérêt culinaire, le Saint-Pierre. Le congre curieux. Alors, curieux, pourquoi? Parce que nous utilisons des scaphandres sans bulles et nous avons la chance de voir des poissons, non pas qui s'échappent, mais au contraire qui sont curieux. Et enfin, on va, petit clin d'œil à Hugo, on est au-dessus du doigt mordu, et on va laisser le poisson tranquille et remonter à la surface. C'est nous qui nous enfuyons. Bien sûr, plonger pour voir les poissons, mais aussi pour voir ce paysage particulier qui est le canyon, le gouffre. On est sur les rebords ici. Jour de visibilité exceptionnelle. On a parlé tout à l'heure des permoclines. Ce jour-là, il n'y avait pas de permocline. La lumière arrivait jusqu'au fond. Ici, nous sommes sur le rebord, dans le secteur des Roches du Prat, sur un fond de 60 à 55 mètres. Le plongeur au-dessus de lui ne voit pas le fond, il a la verticalité. En remontant sur le plateau, on retrouve une zone un peu lunaire. Et ici, donc là, les échanges récents qu'on a eus nous ont fait penser que ces plaques, ces cailloux pourraient être la nappe originaire de ces fluides ou la croûte. On en discutera en off. Ici, on a 1000 profondeur à peu près, on est à 30 mètres de profondeur et on voit ces pentes. Le plongeur, ici, arrive au palier, il est à 6 mètres de profondeur et on voit le fond. On peut estimer ce jour-là que nous avions plus de 70 mètres de visibilité. Un autre endroit, on migre un peu, on va du côté champ des vaches. Hier soir, on a discuté des colonnes. Là, je pense qu'on a une belle colonne de carbonate, donc on aurait peut-être l'énigme des aiguilles, du grès, du carbonate, à nous de voir. Nos petits nœuds-ci. Cet endroit, là, on voit pourquoi les plongeurs l'appellent les aiguilles, et c'est un endroit, bien sûr, où les poissons viennent se réfugier, puisque c'est finalement comme un oasis au milieu du pays du sable. Du coup, notre zone d'exploration, on a parlé de tête du gouffre, on voit ici une carte d'Hervé, et on voit que finalement nos sites sont de part et d'autre du canyon. Finalement, les endroits où le canyon nous a laissé, en tranchant le plateau continental, a fait affleurer des roches. Ces roches elles sont comme des oasis, tout le reste étant grossièrement du sable, hormis le fond du canyon. Là, c'est Olivier qui nous racontera ce qu'il y a. Et donc, on voit un petit peu la répartition de ces sites. Et on est très vite, en regardant les cartes des isobates, à des sites très profonds. Et ça limite un peu les explorations. Parce qu'en effet, un plongeur classique va plonger
avec de l'air, le même air que pour ces pneus de voiture. Et malheureusement, l'air, c'est la vie ici, mais dans les profondeurs, c'est pas très bon pour nous, en effet, parce que 80% de cet air, c'est de l'azote. L'azote est toxique à partir de 30 mètres. Il devient dangereux au-delà de 50 mètres, c'est la narcose, l'ivresse des profondeurs, et il est interdit au-delà de 60 mètres. 60 mètres, c'est le début du jardin. Et l'oxygène lui-même, qui est pourtant vital en surface, il est mortel à partir de 66 mètres. Donc il a fallu qu'on passe à autre chose, des mélanges et des techniques particulières, et du fait aussi des profondeurs, des capacités plus importantes à emporter avec nous. Ici on voit les plongeurs équipés en scaphandre ouvert, des gros bibouteilles dans le dos, des bouteilles relais, qui emportent différents gaz. Ici un plongeur en scaphandre recycleur, il est au doigt mordu. Un autre plongeur, donc on varie selon les plongeurs, les préférences, les techniques, selon les mélanges, les profondeurs. Donc il nous a fallu quelques années de pratique pour devenir expert à notre niveau. Ici deux plongeurs en recycleur qui sont en train de remonter. Alors le scaphandre en recycleur, il a l'intérêt, au-delà du fait qu'il ne fait pas de bulle et il ne fait pas peur aux poissons, comme on l'a dit, il aussi permet une autonomie très importante. Le plongeur ici peut avoir une autonomie de près de 5 heures. Quand on fait des remontées, ce qui hante finalement le plongeur, c'est le manomètre qui diminue. Là, il n'y a plus de manomètre. Faites plonger, les balais sont terminés. Finalement, de passer à ces nouvelles techniques, enfin nouvelles dans le coin, ça nous a permis d'étendre notre champ d'exploration. La plongée loisir, on va dire qu'elle explorait jusqu'à la zone des 50 mètres, et finalement s'arrêter au seuil d'une zone fantastique, qui est la zone mésophotique. La zone qui se situe, on va dire schématiquement, hein, les experts pourront jouer les virgules et autres, entre 50 et 100 mètres de profondeur. C'est notre zone d'évolution. La zone que les plongeurs de Cap-Gouffre, toute l'équipe explore. Et au-delà de 100 mètres, c'est là où finalement les ROV font leur travail, puisqu'on sait que finalement, ils sont moins efficaces, ils sont plus c'est profond, presque plus efficaces pour eux. Donc il restait une grande bande, typiquement les rebords du canyon, à explorer. Et donc, puisque pas grand monde y allait, il y avait des chances qu'on fasse des trouvailles. Explorer, ça nous a permis donc d'aller déjà mettre de la texture aux cartes, puisqu'on a vu depuis le début des Journées du Gouffre des belles cartes qui nous plongeurs nous faisaient rêver, mais c'était des isobates, c'était ma carte pour aller me promener, mais nous n'avions pas la texture, et finalement nos images amateurs ont permis d'amener de la texture à ce fond. Et puis, du coup, vous commencez à poser la question de ce fond, de sa texture. On a parlé tout à l'heure des carbonates. Donc on a prospecté, on a vu ces fameux troncs qui n'en étaient pas, qui sont donc des carbonates oxygènes, mais quand même colonisés, on va en parler un petit peu. Nous avons donc vu un habitat, et dans un habitat, il y a des habitants. Et ces habitants, finalement, quand on parle de biodiversité, beaucoup d'études ont été faites par justement les contrôles, les pêcheurs qui embarquaient des contrôleurs, qui remplissaient des stats, les bateaux d'Ifremer, etc., des pêches. Mais finalement, in situ, collés au substrat, il y avait peu d'informations parce qu'il faut aller les voir, il faut s'approcher. Et du coup, on a pu commencer à signaler quelques bestioles qui nous intriguaient. Ici, une gorgone. Les gorgones, en fait, sont des animaux, des colonies même. Ça ressemble à une plante, mais on l'a dit dès le début, il n'y a pas de flore sous l'eau. Pourquoi? Il n'y a pas assez de lumière. Du coup, il y a de la place libre pour des animaux qui vont se prendre pour des végétaux, ou du moins en prendre la forme. Typiquement, la gorgone ici va filtrer le plancton comme une fougère filtrerait la lumière. Le flux de nourriture en suspension de plancton est filtré par ces gorgones. Ici, c'est la gorgone de grès. On l'a signalé. Ça a été la première observation remarquable que nous avons transmise
à l'antenne d'Ifremer d'Anglette, avec qui nous avons des correspondances régulières. Eh bien, cette gorgone, en fait, n'avait jamais été signalée dans le groupe de Cabreton. Elle est d'origine mauritanienne. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est venue. Ça veut dire que quand on a déterminé son aire de répartition, on a dit qu'elle s'arrêtait là, parce que personne n'était allé beaucoup plus profond, enfin, un peu plus profond, pour voir jusqu'où elle allait. Donc, elle est arrivée, où elle a toujours été, mais personne n'avait vu. Ça, je laisse les experts en discuter. Autre chose, nous étions fiers de montrer les premières photos de corail jaune. Donc on a bien du corail à Cabreton. Il n'y a pas que en Polynésie. Donc celui-ci par contre il a été vu très tôt par les roves parce qu'il est capable de descendre très profond. Et nous étions les premiers plongeurs à le rapporter sur Cabreton. Rapporter, je parle des images. On le laisse au fond, c'est de l'intérêt patrimonial, c'est une richesse naturelle. Notre ici, on voit ces polypes bien ouverts. On dit qu'il est corail parce que son squelette est en dur. Il se nourrit de plancton lui aussi. En cherchant un petit peu, on a parlé de chercher les champignons, en cherchant un peu l'aire de répartition de ces coraux jaunes, arborescents, s'il existe une autre espèce de corail jaune, on a trouvé, et là ça a été un peu le graal du plongeur, sur les premiers pieds de coraux noirs. Vous avez dit, mais il n'est pas noir ton corail. En fait, c'est les bijoutiers qui lui ont donné ce nom, parce que quand il est mort, son squelette est noir. Et donc dans les vitrines des bijouteries, on avait des morceaux de corail noir. Donc les vivants, en effet, on dirait un talomaris. Ces deux spécimens-là sont roches de Jean, c'est secteur Champ des Vaches, par 65 mètres de fond, et ils font à peu près entre 1,20 m et 1,50 m de haut. Alors du coup, corail noir, ça c'est une grosse valeur patrimoniale. En Méditerranée, les plongeurs, quand on leur dit qu'il y a du corail noir, ils arrivent tous. Et donc il a fallu savoir où c'est qu'il y en avait d'autres, comment ils sont arrivés là. Et on sait qu'en Méditerranée, ils sont capables de faire ce qu'on appelle des forêts, c'est-à-dire on peut en retrouver sur des surfaces en très grande densité. Et nous sommes partis à la quête de la forêt de corail noir. Ça nous a valu pas mal de plongées, de plus en plus profondes. Et entre-temps, on a trouvé une bestiole, une grosse limace sur la gorgone de Grès, qui, dans les bouquins, on ne la voyait pas. Et puis on sait que ces limaces, selon l'endroit où elles sont, elles changent de couleur, etc. Et là, il y a eu des interrogations, des échanges et un prélèvement génétique qui nous a permis d'aboutir à une découverte. Celui du dimanche-là n'avait jamais été signalé en France. Donc, il était connu, mais ailleurs. Enfin, une autre. Nous avons ici l'anémone buissonnante, qu'en Méditerranée, ils appellent ça le faux corail noir. Voilà, les Méditerranée, ils exagèrent un peu. Quand ils n'ont pas de corail noir, ils vont dire on a du faux corail noir, comme ça le plongeur dit. C'est pas exactement la même famille. C'est un parasite, en fait, il attaque une gorgone et pousse dessus. Mais quand même, c'est endémique de Méditerranée. Du moins, c'est signalé pour l'instant comme étant endémique de Méditerranée. On sait depuis qu'on en retrouve aux Canaries. Ifremer l'a trouvé aussi sur la côte basque. Donc, nous, c'est une découverte qu'on en est aussi sur le groupe de Cabreton. Bref, on a d'autres suspicions, mais comme ce sont que des suspicions et que nos images sont moyennes, on ne les montre pas, et puis il faut être dit. Tout ça, toutes ces explorations, c'est derrière tout plein d'observations, c'est-à-dire que notre équipe elle se pose la question, qu'est-ce qu'on est en train de voir sous l'eau? Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le petit côté naturaliste du siècle dernier, un amateur avisé qui se pose des questions sur son environnement. Et du coup, on ramène des témoignages de richesse naturelle. C'est bien de la richesse naturelle. Ces espèces-là sont classées et contribuent finalement à ce qu'on appelle la biodiversité. Là, on a vraiment de la biodiversité. Ces espèces rares se retrouvent ensemble. Et du coup, on a même une suspicion d'endémisme d'association. C'est un terme. On a parlé d'endémisme tout à l'heure, mais là, il ne s'agit pas des espèces qu'on ne trouve que là. C'est le fait qu'elles soient toutes ensemble à cet endroit-là qui définit qu'on a une association endémique. Donc vraiment, on est dans la richesse patrimoniale locale. Et là, je lance un petit appel aux élus. Peut-être qu'il y a à gratter quelque chose là, et peut-être se dire cet endroit-là, il faudrait peut-être le protéger, au-delà de sa richesse écologique.
par la biodiversité, mais aussi par le sous-sol. On a vu que les enjeux, la mer va être peut-être plus tard une mine à ciel. Bref, vous avez compris. Donc notre mission aussi dans l'association, c'est aussi de partager. C'est pour ça qu'on est là. Merci Hugo, depuis à chaque édition. On partage bien sûr dans le grand public, mais il faut penser à la relève. On va régulièrement rencontrer les scolaires, des classes nature, les écoles primaires, les collèges. Dès qu'il y a un projet pédagogique et qu'on parle bouffe, on répond présent. On remercie la MOP qui nous sollicite régulièrement, avec qui on a des bons échanges. Partager, c'est aussi finalement nos signalements, en faire quelque chose. Et ça, c'est notre rôle d'éclaireur, de sentinelle. On a eu l'occasion déjà de cet été, grâce à nos collègues de la SNSM qui nous ont prêté leur vedette. Enfin, ils ne l'ont pas prêté, ils ont gardé la barre quand même. Avec l'Office français de la biodiversité, le Muséum d'histoire naturelle, le CNRS et la faculté de Montpellier, on a participé à un recensement avec des techniques modernes, notamment l'usage de pompes à ADN environnementales. Et pour nous, là, on rentre dans le... c'est un peu comme une enquête. Il y a la scène du crime, on va chercher son ADN, et là c'est pareil. On balade une pompe qui va capter l'ADN qui reste en suspension dans l'eau pour avoir la liste des poissons qui sont passés à T+. Ça dépend des critères de l'expérimentation. Donc voilà, notre équipe a contribué à ces prélèvements. Et actuellement, une campagne en cours avec l'équipe d'Under the Pole qui viennent essayer de mettre des curseurs sur, et de faire un état des lieux de la biodiversité. Nous, on relève des choses, on a alerté, on a dit qu'il se passe quelque chose, et cette équipe-là est experte pour justement essayer de déterminer à quel point la biodiversité est intéressante ou pas, et s'il y a des suites à donner. La campagne est en cours, les résultats mettront des mois, et la mer, ces jours-ci, nous permet de le faire. C'est peut-être un signe. Enfin, voilà, j'ai terminé. Nazaré, oui, en effet. Merci Hugo. Nous étions allés à Nazaré, et tout ce travail en fait, cet élan qu'on a avec le canyon, on est tombé amoureux du canyon de Nazaré, grâce à Joao, ici présent notamment. On a pu contribuer à aider les géologues de Nazaré, et malheureusement, on a une espèce de sentiment de travail non fini, parce que de toute la partie bio que nous avons vue dans le canyon de Nazaré, notamment des coraux d'eau froide, le corail jaune arborescent qu'on n'a pas ici à Caboton, qu'on n'a pas encore trouvé, et peut-être qu'on trouvera. Du corail jaune arborescent aussi, on a trouvé à Nazaré. Peut-être qu'à Nazaré, il y a du corail noir, et donc finalement, il y aurait encore plus de raisons que les deux canyons soient jumelés. Donc nous, toute l'équipe est disposée à faire ses valises, mettre les scaphandres, trouver un peu d'hélium et un peu d'argent. Et notamment l'argent, nous sommes des amateurs, oui, mais surtout des bénévoles. Tout ce travail est fait avec nos fonds propres. Et nous, on aimerait surtout récupérer aussi un peu d'argent pour acheter du matériel de prise de vue, pour vous ramener les prochaines fois des images encore plus belles. Et donc, on peut en discuter, on a l'instant de tout à l'heure, si vous avez d'autres questions, et notamment Antoine a amené son recycleur pour ceux qui sont intéressés par le côté technique de nos projets. Merci.